Bonjour, alors on va continuer sur la cohomologie. On avait fait un prequel avec finalement un objet cohomologique pour se mouiller la nuque, pour se mettre dans l'ambiance, un truc qu'on connaît depuis notre enfance, bon, la retenue, ok. Là maintenant, on va attaquer, mais tranquille, avec cohomologie et suite exacte scindée, c'est-à-dire finalement on va définir vraiment la cohomologie dans un cadre un petit peu plus large, toujours la cohomologie des groupes, mais dans un cadre un peu plus large. Ça restera le H2, parce qu'on va pour l'instant se focaliser dessus, mais un H2 des groupes dans un cadre un petit peu plus large. Voilà. Mais, bon, une fois qu'on aura défini ça, on va se donner comme objectif de caractériser ce qu'on appelle les suites exactes scindées. Alors, j'explique. On se donne K un groupe abélien. A priori, K, il est additif. Bon, c'est plus pratique hein, quand il est abélien de le noter additivement. Et G un groupe. Alors lui, il sera noté multiplicativement. On veut des groupes G tilde avec K qui est distingué dans G tilde et le quotient qui est isomorphe à G. Alors, bon, on fera quelques identifications un peu abusives du style que K, euh, il s'injecte évidemment dans G tilde, mais on identifiera K et l'image de cette injection de la même manière qu'on identifiera souvent G avec l'image de la surjection canonique. Ce qui est embêtant, c'est que comme G tilde va être non commutatif, a priori on le note multiplicativement, donc de temps en temps on notera K additivement et d'autres fois multiplicativement. Bon, faut juste une petite période d'adaptation. Donc, ce que je veux, c'est finalement ce qu'on appelle une suite exacte, c'est-à-dire K qui s'injecte dans G tilde et qui ensuite, G tilde se projette modulo K pour donner G. Donc on a une injection ici, une surjection canonique. Et en gros, ce qu'on appelle une suite exacte, c'est que l'image ici, c'est K, c'est exactement le noyau de pi. D'accord ? Voilà. Parce que le noyau de la surjection canonique, évidemment, c'est K. Bien, je commence par un lemme, bon, vraiment évident, parce que on va s'intéresser justement à cette surjectivité, là, d'accord, on a quelque chose de surjectif. Quand on a un G ici dans grand G, puisque j'ai assimilé ça à grand G, eh bien, je regarde les antécédents de petit g par pi. Ben, il y en a plusieurs, mais ils diffèrent tous d'un élément de K. D'accord ? Si G et G' est dans G tilde, avec pi de G égale pi de G', ben, évidemment que pi de G fois pi de G' moins 1, ben, c'est l'identité, donc G, G' moins 1 est forcément dans le noyau, ce qui veut dire que G' est égal à KG, ou selon comment on le regarde, est égal à GK', avec K et K' dans grand K. Voilà. Bon, évidemment, hein, deux éléments qui ont même image diffèrent du noyau, c'est clair. C'est bien connu. On garde ça en tête. Maintenant, je vais parler de ce que j'appelle une suite exacte, ce qu'on appelle en général une suite exacte scindée. Les conditions suivantes sont équivalentes. Condition 1, il existe un G' tel que G tilde égale K G', avec G' isomorphe à G, ici, et K inter G' est égal à 1. Donc, en gros, il existe un supplémentaire, on l'appelle dans la théorie des groupes un complément, mais on peut le voir pour ceux qui viennent des espaces vectoriels comme un supplémentaire de K dans G tilde. Et ça, c'est équivalent à 2. Il existe un morphisme S de G dans G tilde, tel que pi rho S égale l'identité de G. C'est-à-dire qu'on peut choisir pour chaque G un antécédent, d'accord,
de sorte à ce que le choix pour chaque G de cet antécédent donne ce qu'on appelle une section, mais que cette section est un morphisme de groupe. Je vais commencer par montrer que 2 entraîne 1. On appelle S cette section, ici, qui est un morphisme de groupe, ici. Je vais poser G' égale S de G. Alors comme S est un morphisme de groupe, G' est un groupe. J'affirme que l'intersection, c'est le neutre. Si je prends K dans grand K, petit k dans grand K inter G', ça fait pi de K égale E, puisqu'il est dans le noyau, évidemment. Alors c'est pratique de l'appeler K, parce que c'est un noyau. Et pi de K, c'est finalement pi de S de G, puisque K est égal à S de petit g, pour un petit g dans grand G. Et comme S c'est une section, ici, ça fait petit g. Donc ça veut dire que petit g est égal à E, et donc ça veut dire que S de petit g est égal à S de E, et comme S est un morphisme de groupe, ça fait E. Donc K est égal à E. Voilà. Bien, donc on a montré ceci. Maintenant, regardez, on prend un petit g, cette fois-ci, dans G tilde. Bon, je pourrais l'appeler G tilde, comme ça, pour une cohérence des notations. Eh bien, j'ai G tilde, qui est égal à ceci. Ça, c'est évident. J'ai multiplié ici par S de pi G tilde, et là, j'ai multiplié par son inverse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars de G tilde, et je fais un aller-retour. D'accord? Grâce à ma section qui est un morphisme de groupe. Alors, ça, évidemment, c'est dans K, puisque, d'après le lemme, puisque ces deux éléments relèvent tous les deux pi de G tilde, d'accord? Donc leur image, c'est pi de G tilde par pi. Donc, ça, c'est dans K, et ça, évidemment, par définition, c'est dans G'. Donc, on a bien la décomposition qu'on voulait. Voilà. Maintenant, 1 entraîne 2. Bon, c'est facile aussi. Si on sait que G tilde égale KG', alors je vais regarder la restriction de pi à G', d'accord, ici. Bien, elle est injective, puisque l'intersection avec le noyau est triviale, et elle reste surjective, puisque lui, c'est un complément du noyau, donc le noyau n'a pas changé l'image. En multipliant par le noyau, on ne change pas l'image, parce que pi est un morphisme. Voilà, donc c'est iso, il n'y a pas de problème. Ceci n'est pas vraiment important, forcément, G' est isomorphe à G, ça c'est évident, que ce soit ici ou ici, on a G' isomorphe à G dans les deux cas. Voilà, bon, alors ça c'est pour définir, donc quand une suite exacte vérifie l'existence de cette section, ou vérifie que K possède un complément, eh bien, ces deux conditions équivalentes donnent une définition que l'on a, dans ce cas-là, une suite exacte scindée. Alors par exemple, le lemme chinois vous donne des suites exactes scindées. Vous avez Z sur 6Z. Vous savez que dedans, vous avez Z, c'est Z sur 2Z croix Z sur 3Z. C'est-à-dire quand vous faites Z sur 6Z quotienté par Z sur 2Z, c'est isomorphe à Z sur 3Z. Bon, ça c'est clair, mais de toute façon c'est un groupe à 3 éléments, donc c'est Z sur 3Z, mais vous avez Z sur 6Z est isomorphe à Z sur 3Z croix Z sur 2Z. C'est-à-dire que Z sur 3Z, non seulement c'est un quotient de Z sur 6Z, d'accord, c'est un quotient, mais il se relève et il est dans Z sur 6Z. Alors que ça ne marche pas pour Z sur 4Z. Z sur 4Z contient le sous-groupe Z sur 2Z, à isomorphisme près. Quand vous faites le quotient, ça fait Z sur 2Z, ça fait un groupe à 2 éléments, mais Z sur 4Z n'est pas isomorphe à Z sur 2Z croix Z sur 2Z. Donc là, ce n'est pas une suite exacte scindée. C'est une suite exacte, mais pas scindée. Voilà, donc c'était pour se donner un exemple immédiat. Et ce qu'on attend de la cohomologie et des seconds groupes de cohomologie, c'est de caractériser les suites
scindées, c'est-à-dire les suites qui vérifient ces deux conditions équivalentes. Alors, on va commencer à mettre les choses en place. On part de... Donc, on a fixé G tilde. On va fixer une suite exacte, avec pi, bien sûr, k. Et a priori, pour l'instant, ce n'est pas scindé. On donnera une caractérisation plus tard, mais pour l'instant, elle n'est pas supposée être scindée. Vérifiez ceci. Donc maintenant, comme c'est surjectif, j'ai des sections, mais comme c'est pas scindé, il n'y a rien qui m'assure que j'ai une section qui a un morphisme de groupe. Mais on va regarder ces sections comme des applications. Donc c'est des inverses à droite, qui vont donc de G vers G tilde. Et donc, à chaque G, on associe... Bon, alors bien sûr, vous allez me dire, il faut un axiome du choix. Bon, on achète l'axiome du choix pas cher. Pour chaque G dans grand G, on associe un antécédent. D'après ce qu'on a dit ici, si j'appelle S indice epsilon, vous allez voir pourquoi je l'appelle S indice epsilon, une autre section, eh bien, S indice epsilon de G va différer de S de G d'un élément de K. Et ça va me donner une fonction, juste une application, qui va de grand G dans grand K, epsilon de G. Alors, je peux l'avoir à gauche, cette fonction, ou alors une fonction, mais c'est pas la même, évidemment, epsilon prime de G dans K, si je veux qu'il soit à droite. Donc, finalement, on fixe une section qui est juste une application, une section comme ça, et toutes les autres sections, parce que là, on a un choix de section, et j'ai envie de me débarrasser de ce choix de section, mais pour l'instant, toute autre section nous fournit une application qui va de grand G vers grand K, que j'appelle epsilon. De plus, si je pose Z de GG', alors ça c'est comme on avait fait dans le premier exposé. Si je pose ce Z de GG' égale S de G, S de G', S de GG' moins 1, donc finalement c'est le défaut de morphisme de groupe en quelque sorte, donc c'est trivial si S est un morphisme de groupe, et si ce n'est pas un morphisme de groupe, ce n'est pas une application triviale. Donc ici, eh bien évidemment, ça appartient, donc c'est une application qui va de G croix G dans K, d'accord, puisque quand je vais faire pi de ça, eh bien ça va faire G fois G' fois, donc quand on fait pi de S, là, moins 1, ça va faire pi de S de GG', le tout moins 1, donc GG' moins 1, et donc on est bien dans K, parce qu'on est dans le noyau de pi. Donc, résumons, on part d'une extension ici, donc K est distingué dans G tilde, et le quotient de G tilde par K, c'est G, avec un morphisme pi. On va utiliser une section, mais pour l'instant, la section n'est pas vendue avec l'extension, c'est un objet finalement intermédiaire, dont on va essayer de se débarrasser. Cette section, elle est ensembliste. À petit g, on associe S de G, c'est un antécédent. Voilà, et on fait un choix. On a vu que si on prenait une autre section, alors on obtenait une fonction à gauche de G dans K, epsilon de G, ou une fonction à droite que je vais appeler epsilon prime de G. On a vu aussi que on peut calculer le défaut de S d'être un morphisme de groupe, parce que c'est important que ce soit un morphisme de groupe, parce que c'est lié à ce que l'on veut, c'est-à-dire des suites exactes scindées, remonter G dans G tilde, et on a ce truc-là qui va mesurer Z indice, je suis obligé de l'appeler Z indice S finalement, mais je vais l'appeler Z, mais faut bien penser que ça dépend pour l'instant encore de la section, qui a G et G' associe S de G, S de G' et S de GG' moins 1 dans K. Bien. Et ça c'est bien dans K. A priori, c'était pas dans K, mais a posteriori, c'est... Bien. Alors maintenant, je vais récupérer, déjà dans un premier temps, une action de G sur K. C'est G.K est égal à S de G, effectivement, puisque K
et S de G sont tous les deux là-dedans, hein, qui est un groupe multiplicatif, hein, on a G.K, c'est S de G, K, S de G moins 1. Donc on fait la conjugaison de S de G sur K. Alors, 1, ça ne dépend pas de S. Alors, ça ne dépend pas de S, effectivement, parce que si j'en prends un autre, j'ai un epsilon prime de G qui est dans K, et donc je vais avoir epsilon prime de G et epsilon prime de G moins 1 autour de K, mais grand K est abélien. Donc ça s'annule, et ça fait petit k. Donc finalement, on retrouve le S ici. Donc ça ne dépend pas de la section choisie. On est déjà content. Ça ne dépend que de l'extension. Ensuite, 2, c'est bien une action. C'est pas tout à fait évident parce qu'on utilise une application ensembliste. Mais si on fait E.K, l'élément neutre ici, ça fait S de E, K, S de E moins 1. Mais comme S de E est un antécédent de E, c'est un élément du noyau, un antécédent de E, donc c'est dans K. Donc ça veut dire que ici on est dans K, donc finalement comme K est abélien, ça fait petit k. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez aussi le démontrer, c'est facile, hein, mais forcément on utilise ça. On utilise le fait que ceci est dans K et que K est abélien. Bon, faites-le en exercice, c'est facile. Alors maintenant, K, j'ai dit que j'allais le noter multiplicativement quand il est dans G tilde, mais quand j'ai une égalité qui est purement dans K, j'ai plus besoin de m'embêter avec la multiplication, je reste en notation additive, c'est quand même plus visible, plus agréable en tout cas à utiliser, à calculer. Alors j'ai cette chose-là, troisièmement, G.K plus K' égale G.K plus G.K'. Effectivement, si on devait être en notation multiplicative, c'est juste le fait que la conjugaison, c'est un automorphisme de groupe, bien sûr. Mais sous cette forme-là, on dit que K est un G-module. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une action ici de G et qui est compatible avec l'addition de K. Donc c'est un G-module. Bon, ok. Alors maintenant, on va caractériser un peu ces éléments Z indice S. Ils ont une propriété qu'on appelle la propriété de cocycle, qui est celle-ci. Alors, tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, est en train de ressembler à ce qu'on faisait dans le premier cours. C'est-à-dire, bon, on faisait la retenue. Mais là, si vous voulez, dans le premier cours, G tilde était abélien. Donc, en gros, ça revient à dire que cette action était une action triviale. Bien. Bon, alors, si c'est une action triviale, évidemment, ici, le G point, il disparaissait. Et effectivement, hein, dans le dernier cours, on avait cette identité pour les cocycles. Mais là, l'identité est légèrement tordue. Ok. Alors, on a cette identité-là. Alors, on est dans K, donc c'est noté additivement. Mais on va la montrer dans G tilde, parce qu'on a besoin de ces S de G, et on va l'obtenir multiplicativement. Désolé pour ceux que ça embête, cette gymnastique, mais bon, à la fin, on y gagne quand même d'être sur un groupe additif à la fin. L'idée pour démontrer ça, c'est de calculer de deux manières S de G fois S de G' fois S de G seconde, avec l'associativité. Donc on commence par calculer ça. Ça, d'après la formule étoile, c'est Z de GG', S de GG', puis on a S de G seconde. Puis ceci, cette partie-là, c'est toujours d'après la formule étoile, Z de GG', G seconde, et S de G, G', G seconde. Voilà. Donc déjà, je garde ça, c'est mon membre de gauche. Mon membre de droite, c'est ça, qui est égal au membre de gauche par l'associativité. Là, j'ai S de G. Là, ici, j'utilise étoile pour avoir Z de G', G seconde, S de G', G seconde. Et là, maintenant, regardez comment va apparaître l'action. C'est que je vais multiplier ici par S de G moins 1 et multiplier par S de G. Comme ça, j'ai multiplié par l'élément neutre. C'est comme si j'avais rien fait. Mais quand je mets S de G moins 1 là, je récupère, d'après ceci, G point Z de G', G seconde.
Et je récupère S de G ensuite, hein, puisque j'avais multiplié par S de G moins 1 pour compenser, et j'ai ça. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à réappliquer étoile pour obtenir ça. Voilà. Donc j'ai l'égalité entre ça et ça. C'est normal qu'elle soit multiplicative parce qu'elle est dans G tilde. Mais maintenant, je vais simplifier à droite par ça. Et là, l'identité est purement dans K. Donc je la note additivement et ça me donne ceci, vraiment de façon évidente. Je passe lui de l'autre côté. Donc il devient moins, évidemment. Voilà. Donc j'appelle, comme dans le premier cours, Z2 de GK égale l'ensemble des fonctions de G croix G dans K, abélien, qui vérifie l'identité double étoile. Et on remarque que ça forme un sous-groupe, d'après 3 ici, hein, évidemment, parce qu'il faut que ce soit compatible avec l'addition, ça forme un sous-groupe des fonctions de G2 dans K, hein, qui est un groupe, hein, parce que K est abélien, hein, un groupe abélien. Donc ici, on a un sous-groupe d'un groupe abélien. Maintenant, je veux me débarrasser du choix de S. Alors regardez, là où la cohomologie débarque, quand on veut se débarrasser du choix de S, si j'appelle S indice epsilon une autre section, ensembliste, de pi, donc j'ai dit que je récupérais ici une application de G dans K à gauche, et donc quand je vais calculer Z epsilon de GG', ben ça fait S epsilon G, S epsilon G', S epsilon GG' moins 1, d'après cette formule étoile, mais appliquée à Z étoile, quoi. Hein. Donc maintenant, je remplace S étoile par epsilon S, voilà. Bon, bah, vous vous rassurez que ça fait bien ça. Mais maintenant, je veux passer, vous voyez, vous avez S de G ici, et S de G', S de GG' moins 1, j'ai une furieuse envie de les réunir pour obtenir ceci. Comment passer de là vers là? Ben, c'est simple, je multiplie ici par S de G moins 1 et par S de G, comme tout à l'heure, ce qui fait que en multipliant par S de G moins 1, je vais obtenir d'après ça G qui agit sur epsilon de G'. Et à droite, ça y est, j'ai mon S de G. Et comme j'ai S de G, S de G', S de GG' moins 1, je vais avoir mon Z de GG', ici. Donc ici, regardez, j'ai toujours epsilon de G, G point G agissant sur epsilon de G', Z de GG', ici, et puis je récupère mon epsilon de GG' moins 1. Alors maintenant, je vais là, l'avantage, c'est que ça y est, tout est dans le cas, ça c'est 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 dans le cas. Je vais pouvoir reprendre mes notations additives. Z epsilon de GG', c'est égal à Z, et c'est tout commutatif, hein, Z de GG' plus G point epsilon de G' qui est là, plus epsilon de G qui est là, moins epsilon de GG'. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que quand je prends une autre section, alors les deux cocycles, parce que ça s'appelle des cocycles, hein, je vous l'ai dit, diffèrent d'une fonction de cette forme-là, avec un epsilon qui va de G dans K, qui est une fonction, juste une application de G dans K. Donc ça me donne l'idée de poser B2 de GK, donc ça va être les cobords, l'ensemble des applications de cette forme, exactement de cette forme-là, quand epsilon décrit les fonctions de G dans K. Ça va me permettre d'avoir toutes les sections possibles. Et maintenant, pour me débarrasser de S, il faut que je me débarrasse de ce truc-là. Donc je vais poser H2 de GK, c'est le quotient, puisqu'on est en abélien, hein, toutes ces fonctions sont abéliennes, ça c'est abélien, c'est le quotient de Z2 de GK par B2 de GK, voilà. Comme ça je tue cette partie-là. Et comme ça, à une extension E comme ceci, je peux lui associer, en quelque sorte canoniquement, sans choix de section, Z bar qui est dans le H2.
d'accord, et Z bar, lui, ne dépend plus de la section. Voilà, et c'est là que ça devient passionnant, c'est qu'on va pouvoir caractériser les suites exactes scindées grâce aux éléments de H2. Voilà, alors maintenant on arrive au résultat final. Hein. Une extension E, juste ça, d'accord, est scindée, c'est-à-dire qu'on peut remonter G là-dedans, tout en restant un groupe. Hein. Si et seulement si, le cocycle associé à l'extension, donc voici le cocycle associé à l'extension, qui, justement, quand on met un bar, ne dépend pas de la section choisie, est nul dans H2 de GB. Voilà, donc dans le quotient. Voilà, bon, bah on va faire la preuve, regardez, bon, il y a une application qui est facile, si E est scindé, alors on a vu qu'il existait une section qui est un morphisme de groupe. Donc je vais utiliser cette section-là qui est un morphisme de groupe, mais comme c'est un morphisme de groupe, bah, ça c'est 1. Bon, alors comme on note K additivement, ça fait 0. Et donc 0 bar, bah, ça fait 0. Donc ça c'est évident. La réciproque, elle est un petit peu plus fine. Si Z bar égale 0 bar, voilà, associé à E, alors Z, ça veut dire qu'il est dans le B2, ça veut dire qu'il existe une fonction de G dans K, telle que Z de GG' est égale à epsilon de G plus G.epsilon de G' moins epsilon de GG'. C'est la définition de B2 qu'on a donnée tout à l'heure. Bien. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à prendre bah, l'application opposée, hein, puisque ça c'est un groupe, hein, évidemment, grâce à K. Donc je prends moins epsilon, finalement, je vais l'appeler epsilon prime, c'est donc le symétrique, qui a un élément petit g de grand G, associe epsilon prime de G égale moins epsilon de G. Hein, moins epsilon de G, parce que K est un groupe abélien noté additivement. Donc, quand on va regarder Z epsilon prime de G, G', on dégaine la formule qu'on a obtenue tout à l'heure, ça fait Z de GG', hein, d'accord, plus le cobord associé à epsilon prime, qui est ici. Donc je remplace epsilon prime par moins epsilon, mais comme G agit linéairement sur K, le moins epsilon il sort pour devenir moins G.epsilon de G', ici G+, évidemment, voilà, mais comme lui est égal à lui, ben on a un nombre moins lui-même, ben ça fait 0. Donc on voit bien qu'on a trouvé ici, puisque lui est égal à 0, je remets ça là-dedans, c'est-à-dire dans cette formule, mais qui est multiplicative, donc ici ça devient 1, et j'ai donc que S epsilon prime de G, S epsilon prime de G', S epsilon prime de G, G' moins 1 est égal à 1, ce qui veut dire que S epsilon prime, qui est une section, c'est un morphisme de groupe. Donc on a trouvé un morphisme de groupe d'après la proposition qu'on avait démontrée tout à l'heure. Ça veut dire que E est scindé. Voilà, E est une extension scindée et on l'a caractérisé avec des groupes d'homologie. Donc il faut savoir maintenant juste faire des calculs dans ces groupes d'homologie, calculer ces groupes d'homologie, et dans un prochain temps, on va en déduire le théorème de Schur-Zassenhaus, dans le cas abélien, qui est finalement une super généralisation du lemme chinois, si on veut.